Salut les Saiyans et bienvenue sur Debut Times. On se retrouve pour l'analyse complète de l'épisode 87 de Dragon Ball Super qui n'a pas fait que des heureux et pourtant il y avait de très bonnes choses dans cet épisode. On va voir ça ensemble. L'épisode débute avec l'arrivée des braconniers galactiques qu'on avait vu venir et qui emportent les animaux de la forêt de l'île sur laquelle travaille numéro 17. Il se met donc en route avec Goku à la poursuite du vaisseau spatial qui fuit et grâce au déplacement instantané de Goku, ils atterrissent dans le vaisseau spatial ou plutôt dans la soute là où il y a toutes les cages des braconniers et retrouve les animaux. C'est l'occasion de constater que l'animation varie grandement d'une séquence à l'autre, et ceci est surtout dû au fait qu'on a deux superviseurs de l'animation qui se partagent le travail. Shuichiro Manabe, qu'on reconnaît surtout pour son taf sur cette magnifique séquence où numéro 17 est opposé au boss des braconniers, et Yukihiro Kitano que l'on peut apercevoir sur la majorité des séquences et qui fournit une animation plutôt correcte comparativement à ce à quoi on était habitué sur ces pires passages de la série. Du coup, on a du bon Kitano et du bon Manabe, mais comme Kitano est assez médiocre, ça donne juste un épisode globalement passable graphiquement et au niveau de l'animation. Mention spéciale quand même aux techniques de combat bien brutales utilisées par numéro 17 qui nous rappelle obligatoirement sa façon de combattre dans l'arc des humains artificiels. C'est le champion du coup de pied, ça rigole pas, et d'ailleurs Gero l'avait appris à ses dépens. Et là pour le coup c'est le boss des braconniers et ses sbires qui en font les frais, et malgré un gros bluff de la part du méchant de l'épisode, tout se termine plutôt bien. Je vais pas raconter tout l'épisode car c'était clairement les prédictions de Baba si vous avez vu l'épisode, à part le passage sur la planète de Kaio qui était ni dans le synopsis ni dans le teaser, qu'on ne pouvait pas prévoir et qui a donc apporté un petit lot de surprises. C'était cool également de voir numéro 18 et Kuririn, même furtivement, et du côté des persos secondaires qui font leur petite apparition, on a aussi eu Dende, Mister Popo, Bulma, Bra, Whis, Beerus et Vegeta. La scène avec Beerus, qui fait d'ailleurs un rêve prémonitoire, ou plutôt qui croit faire un rêve prémonitoire, était plutôt cool, puisqu'elle renforce encore l'impression d'attachement qu'a le dieu de la destruction envers Goku. Et la scène où Vegeta se renfrogne en soulignant que sa maison n'est pas un hôtel était également bien sentie. En fin d'épisode, numéro 17 accepte finalement de rejoindre la team de Goku et laisse son île aux bons soins de Trunks et Son Goten, ce que Goku lui avait proposé dans l'épisode précédent. Numéro 17 dévoile aussi son rêve de faire le tour du monde en bateau avec sa famille. Ouais, en gros, il veut acheter un gros bateau pour pouvoir réaliser ce rêve, et le souhait des Super Dragon Ball, dont Goku lui a parlé en tout début d'épisode, pourrait lui servir à ça. La réserve naturelle qu'il doit garder fait qu'il ne peut pas actuellement voyager avec sa famille autour du monde. Peut-être qu'il a envie de voyager avec tous les animaux. S'expliquerait le paquebot. En tout cas, cela n'est pas précisé à ce point-là. Et côté avis sur cet épisode, je dirais que le scénario est assez médiocre. Alors je rappelle quand même que médiocre veut dire moyen, pas mauvais, car on a de nombreux clins d'œil à l'œuvre originale et à la série animée Dragon Ball Z, avec notamment numéro 17 sous pression face à la télécommande qui est censée contrôler une bombe que tient le boss des braconniers, qui nous rappelle donc la télécommande d'arrêt d'urgence des humains artificielle. On a aussi le clin d'œil à l'autodestruction de Cell et le petit voyage sur la planète de Kaio grâce au déplacement instantané de Goku. Ce passage est d'ailleurs assez mal rendu tant au niveau de l'animation que du scénario puisque Kaio ne devrait normalement pas avoir peur d'un misérable braconnier de l'espace, quand bien même on joue sur le gag de sa peur par rapport à l'explosion, etc. Bref, des trucs pas forcément utiles à l'histoire mais qui font sourire tout de même. Yoshitaka Toshio conclut un double épisode en donnant de quoi frissonner aux fans de la première heure tout en satisfaisant les nouveaux fans. La présence de Jaco en fin d'épisode est plutôt une bonne chose en tout cas, puisqu'elle resitue son utilité au sein de la série. C'est un policier de l'espace, il fait partie de la patrouille galactique et donc c'est clairement à lui d'arrêter les braconniers. C'était sympa mais pas ouf, donc je ne mets que 12 au scénario. L'animation quant à elle était plutôt hétérogène pour être agréable. Shuichiro Manabe et Yukihiro Kitano sont clairement des animateurs avec des styles très éloignés, donc ça n'a pas dû être une mince affaire que de les réunir au sein d'une même team et de les homogénéiser à travers des corrections. Si vous vous souvenez, Shuichiro Manabe c'est celui qui avait signé une partie des animations du combat entre Goran et Lavenda. Il a un bon trait, bien mature et violent, qui colle assez bien avec les scènes de tension et de fight. Et son animation est aussi très impactante. Bon, Kitano lui, vous le connaissez surtout pour avoir commis les pires animations sur la série, genre ça. Ou encore ça. Du coup là on peut dire qu'il était vraiment dans un bon jour sur cet épisode. Et puis Takeo Ide était de toute manière là pour corriger ce qu'il fallait en tant que superviseur en chef de l'animation. Du coup c'est à lui que revenait la tâche de faire en sorte que cet épisode ne soit pas trop éclectique niveau graphique.
Comme Manabe n'a pas signé des trucs de ouf non plus et que Kitano ça reste du Kitano, on se retrouve donc avec du moyen, je mets donc 11,5 sur 20 pour ma part. Réalisation, j'ai vraiment pas noté grand chose. La réalisation d'Akio Yamaguchi couplée avec le storyboard de Takashi Sokabe nous a offert un truc beaucoup trop scolaire pour moi, et même les plans fixes censés rappeler les harmonies celles que l'on avait avant l'ère du numérique, à l'époque des celluloïdes, sont assez fades et plutôt ratés, et ils s'insèrent en plus très mal dans le découpage de l'épisode. Les rares tentatives originales prises par Takashi Sokabe au storyboard sont gâchées par l'animation de Kitano, donc je vais pas enfoncer le clou, mais plutôt souligner l'effort de la variété, enfin de la tentative de variété, même si ça reste fade, et je mets donc 12 sur 20. Côté bande-son, j'ai noté la réutilisation de la musique de numéro 17, déjà utilisée dans l'épisode précédent et présentée avec sa vidéo promotionnelle la semaine passée, lorsque numéro 17 combat les gardes du boss des braconniers justement. C'est une très bonne idée d'avoir créé un thème pour un personnage, et celui-ci sonne un peu jazzy, mais je dois dire que je suis pas spécialement fan de ce thème. Ça tranche beaucoup avec l'ambiance musicale générale de la série, et s'accorde encore moins avec les thèmes que l'on avait avant, avec Shunsuke Kikuchi par exemple, et que l'on a tous en tête lorsqu'on pense à numéro 17, et si vous savez ces BGM de l'arc des humains artificiels qui proviennent en grande partie des films 4 et 5 de Dragon Ball Z. Côté doublage, Shigeru Nakahara sur numéro 17 et Masako Nozawa sur Goku, étant les prestations vocales principales de cet épisode, j'alignerai ma note sur les frissons qu'ils m'ont déclenchés lors de leurs échanges. Surtout lors de la prise de décision de numéro 17 qui dit à Goku « Je te laisse t'occuper du reste ». Ça, plus la musique de Noristo Sumitomo au moment du sacrifice de numéro 17, je dois admettre quand même que c'était plutôt un bon passage, donc je mettrai 15 sur 20 pour la bande son et carrément 16 sur 20 pour l'émotion et l'intensité, car cet épisode ne payait pas de mine, mais était fort en émotion et en frisson. On a même eu un petit Super Saiyan Blue rapide pour nous dire bon c'est Dragon Ball Super, maintenant la transformation sous laquelle Goku se transforme le plus facilement, bim, c'est celle-ci. Et d'ailleurs je pensais qu'il allait emmener avec lui numéro 17 seulement, mais il emmène quand même le boss des braconniers, et ça c'était pour le clin d'œil évidemment avec Cell. Salut les Saiyans, et c'est parti donc pour mon avis. Premier point, le scénario. La ligne scénaristique de cet épisode m'a étonnamment beaucoup plu. En soi, rien de ouf, c'est vrai, mais finalement c'est un filler qui s'avale très facilement quand on passe l'aspect facile des braconniers galactiques et qu'on se prend au jeu. Ça s'enchaîne très logiquement, même si le boss est clairement pourri, ça faut l'avouer, mais rattrapé par une complicité clairement mise en avant avec Goku et numéro 17, qui finalement ont des caractères très similaires, et ça nous permet de savourer ce duo qui s'avère être un pur régal. Les petits ajouts ont eux aussi participé à la richesse du scénario. Par exemple, la raison pour laquelle numéro 17 accepte ne s'avère pas exceptionnelle, mais colle parfaitement au personnage qui se contente en fait aujourd'hui de choses simples que peut lui offrir la vie, notamment sa famille. On a aussi le fait que Goten et Trunks vont protéger la réserve et ça donne de la consistance à leur rôle sur Terre, ce qui me plaît plutôt bien parce que j'étais un petit peu resté sur ma faim sur le fait que seul le manque de maturité les avait empêchés de participer alors que leur pouvoir aurait pu clairement être un plus. Reste finalement le petit point sur Kaio qui m'a fait sourire, c'était peut-être de toute façon le seul endroit logique où aller, puisqu'en sauvant numéro 17 ils étaient dans l'espace, et c'était sûrement l'endroit le plus facilement et rapidement localisable pour Goku, et puis pour protéger la Terre, car finalement, la maison de Kaio s'avère être le champ de mine de Goku. Donc je mettrai 14 sur 20. Animation maintenant. L'animation aura donné une image très hétérogène entre un Kitano qui fait du Kitano, même s'il était bien moins pire que ce qu'il a pu nous donner, et Manabe qui nous offre de très beaux plans, notamment un combat bien enchaîné, bien dynamique, contre le boss et avec numéro 17 en premier plan. Alors oui, très éclectique, mais finalement ça s'est équilibré, donc en résumé, ça nous a donné un épisode qui s'est bien complété dans l'animation. Donc 13,5 sur 20. Réalisation. La réalisation a encore montré de belles saveurs, l'impact d'un vaisseau qui surplombe en contre-plongée le rend énorme, des plans de 3/4, des plans éloignés mettant le point sur les distances, notamment dans le vaisseau, chose que j'ai particulièrement appréciée, des gros plans aussi qui renforcent l'intensité de certaines scènes, notamment le Yamero de Goku, ou encore son attention, je suis plutôt fort, et des plans choisis stratégiquement au moment où par exemple numéro 17 se confie et se livre à cœur ouvert sur pourquoi il acceptera, avec un numéro 17 devant le vide face à la mer, en pleine réflexion, renforçant l'état d'âme du personnage et un Goku beaucoup plus en retrait et à l'écoute. Un beau mélange pour mettre en avant numéro 17. Et puis on a un magnifique final où Goku finalement se met au même rang que numéro 17 qui signe l'officialisation du rejoint de numéro 17 dans la team. Ouais, de la belle hype en réalisation, donc 14 sur 20. En termes auditifs, les seiyuu au top. Quelle joie de voir Nozawa et Nakahara en duo juste génial.
Outre le thème jazzy de numéro 17 qui était à l'honneur dans cet épisode, j'ai noté 2 musiques qui m'ont particulièrement touché. Première, celle que l'on entend sur le passage où le boss annonce qu'il va tout faire péter, et qui renforce parfaitement la pression du dilemme, et la version acoustique de l'opening en fin d'épisode juste magistrale. Un 15,5 sur 20 pour moi sur l'audio. Intensité émotion, eh bien beaucoup de frissons pour moi dans cet épisode, des passages somme toute assez courts, mais des petits pics d'intensité qui viennent te prendre aux tripes. Notamment le passage où numéro 17 se met en retrait dans le vaisseau et cède sa place à Goku, tu te dis, oula, c'est un vrai travail d'équipe, c'était juste géant. J'ai aussi particulièrement apprécié l'arrêt du Minotaur qui se retourne regardant notre duo et les reconnaît comme protecteurs en les remerciant, lui qui ne vouait plus aucune confiance en l'homme. Finalement, une belle morale encore. Ouais. Et pour terminer, quand numéro 17 accepte de rejoindre la team, tu sens la hype monter en toi car tu te dis juste une chose, pouah, le tournoi va envoyer du lourd. Un bel épisode, donc 15,5 sur 20. Un épisode somme toute assez sous-estimé, mais qui a au moins permis de créer un vrai lien entre Goku et numéro 17 qui se rencontraient pour la première fois. Et qui insère donc numéro 17 au sein de la team avec un vent de fraîcheur que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ah oui, on était habitué à voir des rivaux, des ennemis qui changent de camp au dernier moment, et là on a un mec dans une réserve naturelle qui veut juste vivre sa vie paisible avec sa famille et qui n'a que faire de voir l'univers disparaître si de toute façon tout le monde disparaît en même temps, puisque ça changera rien pour personne. Et qui accepte finalement de se joindre à Goku suite à cette rencontre riche en émotions où ils ont combattu côte à côte et se sont prouvé leurs valeurs respectives. Je suis très curieux de voir comment ce passage sera amené dans le manga Dragon Ball Super et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se retrouve sûrement dès demain pour une nouvelle vidéo et merci encore car on vient de passer les 10 000 followers sur Twitter aujourd'hui. Vous êtes vraiment géniaux les Saiyans, merci encore pour tous vos partages, ça fait plaisir et vos soutiens. On se retrouve très vite. Matane.